Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Média Pro, l'émission qui décrypte pour vous l'audiovisuel et aussi le cinéma. Ce soir, actualité oblige, nous allons parler du traitement de l'information des séismes qui ont touché durablement la Turquie et la Syrie. Pendant plus de 5 minutes, la terre a tremblé en Syrie et en Turquie et elle a fait plus de 23 000 morts la semaine dernière sur un séisme d'une magnitude de 7,8 survenu lundi à l'aube et qui a détruit des villes entières dans le sud-est de la Turquie et nord-ouest de la Syrie. Selon les derniers bilans qui ont été enregistrés, plus de 23 000 morts et dont 20 000 morts en Turquie et 3 500 morts 3500 morts en Syrie. Selon les derniers bilans qui sont tombés ce soir, plus de 35 000. Alors, pour en parler, messieurs, Faisal Matawi et Rida Harirash, nous allons parler du traitement de l'information concernant ces deux tragédies. Un traitement de l'information qui a été vraiment assez bizarre, puisque c'est un drame humain international qui a touché deux pays, mais qui a été bizarrement traité d'une manière différente d'un pays à un autre. Oui, effectivement, le drame, c'est un séisme effectivement de grande ampleur qui a duré presque 40 secondes. Il y a eu un séisme de 7,8, puis suivi par un autre. Et la Turquie, durant les 15, depuis 1903, elle a connu 15 séismes de grande amplitude. C'est une zone très sismique. C'est très sismique et selon beaucoup d'experts, des spécialistes, qu'elle se retrouve entre les plaques tectoniques, entre l'Europe et l'Afrique et l'Asie. Deux continents, et c'est aussi la continuité de la presqu'île arabique, et donc qui pousse souvent vers l'est selon les experts. Et donc en presque 100 ans, 120 ans, la Turquie a connu donc une quinzaine de séismes. Tous pratiquement plus de 7. Et vous savez, quand la 7, c'est l'échelle de Richter, qui est une échelle ouverte, donc quand le séisme dépasse cette ampleur, il peut changer la géographie. Et effectivement, c'est un drame qui a touché deux pays, parce que c'est le sud-ouest plutôt le sud-est de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie. Deux pays touchés, la Turquie plus touchée que la Syrie. Et la Syrie, déjà, c'est une zone au nord qui est déjà dévasté par des années de violence dans cette zone. Et donc, il y a, selon l'ONU, selon les derniers chiffres de l'ONU, il y a au moins 5 millions de Syriens qui ont perdu leur maison. C'est des sans-abri qui s'ajoutent déjà aux 6 millions qui existent. C'est des chiffres de l'ONU. Une zone qui est une zone un petit peu de guerre. De guerre, absolument. Une partie qui n'est pas contrôlée par le président Bachar al-Assad. Et donc, ça fait que ça complique d'abord l'entrée des aides. Et on a appris aujourd'hui que le passage de Bab el-Hawa, qui est donc entre la Turquie et la Syrie, a pu être ouvert. Et ce n'est pas suffisant selon le HCR. Et donc, du coup, les médias sont plus concentrés en Turquie. Il y a eu une vingtaine de gouvernorats et de régions qui sont touchés, notamment Gaziantep. Et peu de journalistes en Syrie. Peut-être que la situation de guerre qui fait que le travail des journalistes est compliqué, mais disons qu'il y a quand même... c'est vrai que la Turquie est plus touchée que la Syrie, 33 000 morts selon les derniers chiffres, vous l'avez évoqué, et l'ONU prévoit que ce chiffre va doubler. Et donc on peut s'attendre à 60 à 70 000 morts. Beaucoup d'enfants, surtout en Syrie, ont été sauvés par les sauveteurs durant les 60 dernières heures, parce que on parle beaucoup plus des 72 heures fatidiques pour la survie d'une personne sous des décombres. Oui. Alors, avant de passer au débat avec Rida Harirash, je voudrais vous montrer ces images d'espoir d'enfants qui ont été sauvés alors qu'ils sont restés des heures et des heures sous les décombres. Des images très fortes, mais qui parfois portent espoir.
معلش عمي معلش طيب وصل يا بابا حبيبي حبيبي يقولوا لنا مثلا يلا هلا بتنام ان شاء الله هلا بتنام يا عمري انت عرفتي ليه؟ بس مي لانه لو هاي كان ما بدي مي الصحة خلصت من عنا تكرم عيني والخزان خلص عين ايدي دافيات لبردات انا ممجون يا عيوني اطلع ايه تمام ver az daha ver Muhammed Alsu hadi az kaldı Muhammed Aferin Muhammed Aferin Muhammed evet aznaç tamam Aferin Muhammed أخذتها على المشفى وأنا ضايم ما حس يعني كأني بنتي Ay maşallah adam Dur Nermali ver bana abi Nermali ver bana abi hadi aç yolu aç Des images émouvantes qui montrent la vie qui existe encore sous les décombres. Voilà des images qui ont souvent été filmées en Syrie, puisque beaucoup d'enfants étaient sauvés par les sauveteurs en Syrie, essentiellement par des sauveteurs venus du monde arabe, puisque la Syrie a subi un véritable embargo qui empêchait beaucoup de pays de secourir un petit peu ce pays qui est un petit peu en plein drame humanitaire et aussi sécuritaire. Effectivement, un des tout premiers pays arabes à avoir réagi à cette situation, c'est l'Algérie. Ça a été l'Algérie, parce que ça a été quasiment le premier pays arabe à avoir quasiment, je dirais, bousculé cet embargo en intervenant immédiatement, et parce qu'on a constaté que les premières aides qui sont parties des pays arabes, notamment du Moyen-Orient, ont convergé d'abord vers la Turquie. C'est vrai que la Turquie a été durement touchée, c'est là où il y a le plus de victimes, mais il n'en demeure pas moins que la Syrie. Mais il n'en demeure pas moins que le pays qui est le plus démuni, c'est la Syrie. Parce que la Syrie, c'est un pays qui est encore sous embargo, c'est un pays qui connaît encore une guerre, même si ça a diminué d'intensité, et qui fait que j'ai été particulièrement étonné au cours des premières heures à la suite du tremblement de terre, de constater que la plupart des pays arabes ont convergé d'abord leurs aides vers la Turquie, parce qu'ils pouvaient donc contourner l'embargo aisément, mais en ce qui concerne la Syrie, réellement le seul pays qui a réagi très rapidement sans tenir compte de la situation géopolitique qui prévaut en Syrie, ça a été l'Algérie, et ça même le président Bachar al-Assad l'a noté hier lors d'une de ses interventions sur place. Donc pour pouvoir aider ce pays, il faudrait davantage bien sûr de mobilisation en provenance aussi bien des pays arabes que d'autres pays musulmans, et en provenance aussi d'Asie, d'Europe, d'Amérique, parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours un embargo médiatique sur ce pays. Malgré le fait qu'il a été touché qu'il a été ravagé par un tremblement de terre, mais on continue encore à ne pas utiliser tous les canaux qui sont susceptibles de relayer une aide internationale vis-à-vis de la Syrie, parce qu'on considère que c'est encore un pays paria au sein de certains pays occidentaux, notamment. Faisal Matawi, justement, la Syrie a subi de plein fouet ce séisme et n'arrivait pas au départ à secourir un petit peu ses habitants. Aujourd'hui, grâce au soutien d'une vingtaine de pays arabes, notamment des pays musulmans, puisqu'aucun pays occidental n'a pu se déplacer en Syrie pour justement
dans le cadre d'une aide humanitaire. Théoriquement, les aides humanitaires ne sont pas touchées par l'embargo, par les sanctions. Et ce qu'a dit l'Union européenne, visiblement, qui a déclaré qu'il allait aider la Syrie, on verra comment. Mais disons qu'il y a effectivement beaucoup de pays, comme l'a souligné Reda, vous l'avez souligné, qui ont apporté leur aide dès le début, comme les Émirats arabes unis, comme l'Algérie, comme l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Irak, le Liban. Le Qatar n'a pas apporté son aide à la Syrie, pour précision. Le critère Sisi, au début. Non, d'après les informations, seulement la Turquie. Parce que ça a été annoncé qu'il y aurait des aides. Il y avait surtout le Pakistan, les pays, l'Algérie, la Russie, la Chine, l'Iran. Exactement, l'Iran. Des pays, donc, parce qu'il y a la complexité, c'est-à-dire qu'il fallait il y a quand même une influence un petit peu politique qui a pris le dessus sur cette aide humanitaire. On a voulu en politiser. D'ailleurs, j'ai entendu tout à l'heure la représentante du RCR, qui est le commissariat des réfugiés à Damas, qui parlait à la chaîne Al Jazeera, qui disait « laissez la politique de côté. On a maintenant un drame humain. Déjà, les Syriens sont suffisamment éprouvés. Les hôpitaux, il faut noter qu'au nord-ouest de la Syrie, les hôpitaux se sont effondrés. Il n'y a pas moyen de secourir même les blessés. Les écoles ont été détruites. Les routes, parce que c'est un peu compliqué, l'entrée des aides, notamment au nord, c'était que les routes ont été détruites. Et donc, comment acheminer les aides? Il y a 2 ou 3 jours, depuis vendredi, que Bab el-Hawa, qui est donc le passage frontalier, on a vu des camions de l'ACR, de l'ONU, qui sont entrés dans cette zone, qui est une zone contrôlée aussi par des rebelles, ce qu'on appelle les rebelles en Syrie. Donc c'est la situation. Déjà, il y avait un drame syrien qui dure depuis très longtemps, qui a eu cette guerre civile, la guerre, etc. Les gens qui ont perdu leur maison. Le problème maintenant qui se pose aussi en Syrie, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont perdu leurs parents. Et donc le ACR a lancé vraiment un SOS à la communauté internationale pour apporter des aides. C'est vrai qu'il y a des organisations humanitaires, y compris occidentales, qui tentent de faire un travail humanitaire, mais disons qu'il faut effectivement, c'est le moment d'oublier la politique. Parce que jusqu'à quand on va continuer à étrangler un pays comme la Syrie, d'autres pays arabes aussi qui connaissent des drames. Le Liban, qui connaît une situation intenable sur le plan économique, il a apporté une aide à la Syrie, malgré ses faibles moyens. Tout à fait, un geste à malgré ses difficultés un petit peu économiques. Et l'Algérie a été parmi les premiers pays. L'Algérie, c'est une tradition dans la solidarité internationale, que ce soit en Afrique, qu'en Europe, pour donner pays arabes. L'Algérie a toujours été au premier. Mais avec la Syrie, la Turquie, c'est encore plus, puisqu'il y a plus de 80 éléments de la protection civile qui sont déplacés avec du matériel hyper sophistiqué. 160, deux vagues de 80. Deux vagues, donc il n'y a pas de différence. L'Algérie ne fait pas de différence. Avec du matériel, puisque l'Algérie a un peu l'expérience dans, absolument, nous avons dans le séisme. On a vécu plusieurs séismes qui nous a donné un petit peu cette expérience dans le traitement des... Les Algériens, rappelez-vous, sont allés aussi au Mexique lorsqu'il y a eu la tremblement de terre. Ils sont déjà allés en Turquie. Et donc, ils ont une certaine expérience saluée, même par l'ONU. Même les Nations Unies ont salué le merveilleux travail fait par les Algériens, par la protection civile, qui sont allés directement sur le terrain, essayer de sauver des vies, parce que la priorité des priorités, c'est toujours de sauver des vies. Évidemment, il y a toujours des morts. Mais disons que c'est la leçon qu'on retient de ce qui se passe en Syrie, en Turquie, c'est que quand il y a des drames humains, quand il y a une catastrophe naturelle de ce genre, de grande ampleur, parce qu'il paraît qu'il n'y a pas eu ce séisme dans cette région depuis 200 ans, on n'oublie pas les différences. Et malgré ça, on a vu quand même des médias qui ont accusé le gouvernement de Bachar al-Assad de vouloir politiser, de vouloir orienter, etc. Alors qu'il y a un drame. Un véritable drame humanitaire. Et on a oublié ce drame. On oublie qu'il y a plus de 3000 morts et le chiffre est appelé à augmenter, en plus des blessés. Alors je ne sais pas, messieurs, si vous avez suivi les informations durant cette semaine pour voir qui a médiatisé un petit peu ces deux séismes. Nous avons vu... disons une médiatisation très forte d'Al Jazeera, un peu d'Al Arabiya, mais également des télévisions algériennes, notamment le NTV et Al 24 News. Nous allons regarder un petit peu ce qu'a fait les correspondants de ces chaînes sur les deux séismes. Nous allons comprendre justement l'importance des images et des mots. Şu an gördüğünüz gibi deprem. Furkan orayı çek orayı. Deprem.
Deprem meydana geldi şu anda. لا معلومات دقيقة عن عدد الناس الذين كانوا يسكنون في هذه المباني، لكن أمامنا 4 مباني يتألف الواحد منها نحو من 4 طوابق. في حال إن لم يكن هناك دعم دولي سريع قد نشهد وقد نكون أمام كارثة إنسانية حقيقية في تلك المناطق. أقدر مشاعرك يعني ونتعاطف معك ومع كل المنكوبين سواء كانوا في سوريا في تركيا في أي مكان من العالم. تواجد الآن تحديدا بمنطقة أوزنجي بولاية غازي عنتاب، حيث تواصل فرق الإنقاذ والبحث التركية فرق البحث والإنقاذ الجزائرية تعمل على قدم وساق وتسابق الزمن في هذه اللحظات. الركام في كل مكان وينتشر معه فرق المساعدة، وعلى رأسها الفرق الجزائرية. في هذه الخيمة المركز الرئيسي للفريق الحماية المدنية الجزائرية. قبل الواجب، مفاد تلفزيون إلى تركيا، عبد الجبار بن يحيى. قليل من الدفء في هذا المناخ البارد جدا، فيه درجات الحرارة ما دون الصفر، تشعل حماسة فارس ورفاقه لمواصلة يوم جديد من جهود الإغاثة في أديمان جنوب شرق تركيا. قمنا بالفرقة المتخصصة في الإنقاذ، جبدنا المرأة اللي تبلغ من العمر 20 سنة، هي والرضيع كان يبلغ من العمر 20 يوم. الحمد لله دوكا انا جينا باش نعاودوا نديروا لا رولاف البلاصه نسيت واحد اخر ان شاء الله، وربي يوفقنا ان شاء الله. Voilà, c'était le travail du pompier Fares qui est devenu une vedette des écrans du monde arabe, notamment des chaînes, des networks présentes justement en Syrie, puisqu'il n'y a pas beaucoup de télévisions arabes présentes en Syrie, encore moins de chaînes étrangères. Messieurs, la présence médiatique en Syrie, elle est très importante. On a vu bien sûr la télévision algérienne qui était présente avec Hicham Saadoudi, qui a fait du très bon travail sur le plan de la médiatisation et qui a décroché une interview du président Bachar al-Assad qui a été reprise par pas mal de médias par la suite. Nous avons vu ces images du pompier Fares qui
puisqu'il est resté des heures en train de maintenir la discussion avec la mère et son enfant avant de les sauver, et qui a été reprise par plusieurs chaînes dans Al-Hadath. Et on vient de me dire qu'il y a eu un article sur le Washington Post sur ce pompier, l'un des héros de cette opération de sauvetage en série. Et nous avons vu aussi la présence des journalistes de Al-24 News en Turquie, Hamza Morsli et Mohamed Lamine Andalousi, qui étaient présents pour justement donner le maximum d'informations et d'images sur ce qui se passe en Turquie. Effectivement, le catastrophe naturelle, c'est aussi une grande école de journalisme. Et c'est pénible. C'est un terrain de guerre aussi. C'est un terrain de guerre, c'est un terrain dévasté, c'est une menace permanente parce qu'il y a beaucoup de répliques. Il y a une centaine de répliques déjà après le séisme principal du 6 février. Et donc, effectivement, c'est un travail aussi pénible parce que j'ai vu même des correspondants pleurer à l'antenne. On a vu la correspondante de la chaîne Al-Rad qui était syrienne, qui demandait carrément de l'aide. Elle est devenue tellement elle a laissé de côté son métier de journaliste, est devenue citoyenne en demandant de l'aide pour subvenir un petit peu aux besoins de la population syrienne qui était abandonnée. Surtout les 2 premiers jours. Il y a même le correspondant de Jazeera, l'envoyé spécial aussi, qui pleurait parce qu'il faisait parler à un rescapé qui appelait à l'aide, parce qu'effectivement il y avait beaucoup d'aide. Il y a même une image qui a fait le tour des réseaux avec un grand cri sur le décombre, « Nahna bilmout ». Nous sommes déjà morts. Nous sommes déjà morts, vous nous avez trahis ou un truc. Il y a eu la scène aussi extraordinaire du sauvetage de toute une famille, un père et ses 3 filles, donc, qui a été reprise par toutes les télévisions du monde. Oui, parce que ça compense. Il faut dire que les réseaux sociaux ont leur part, justement, de cette médiatisation du drame syrien et turc, puisque beaucoup d'images sont reprises sur TikTok, sur les réseaux sociaux, Facebook et aussi Twitter. Oui, il y a eu même la télévision est devenue un petit peu un relais abandonné. Oui, mais la télévision reste toujours quand même, son rôle reste important, parce que sans les images de la télévision, peut-être on n'aura aucune idée de ce qui se passe. Oui, mais beaucoup d'images ont été filmées grâce à des téléphones mobiles. La scène justement du pompier Fares a été filmée avec un téléphone mobile parce qu'on de son compatriote qui était à côté de lui. Absolument, et on a vu même des personnes, des survivants filmés sous le décombre. Tout à fait, et lancer des appels. C'est la première fois que cela arrive dans l'histoire. Ça veut dire que d'abord qu'il y a un bon réseau, donc on peut se connecter même sous le décombre, et ensuite que les gens font des appels à l'aide, et ça a servi. Ça a servi. Il y a même des articles dans la presse européenne sur ça. Et effectivement, le travail, quand on fait ce travail sur le terrain, je pense qu'il y a beaucoup de douleur aussi, parce qu'il y a des morts, il y a des personnes éplorées, il y a des personnes qui cherchent des souvenirs. On a vu des mères chercher leurs enfants, des enfants qui pleuraient la mort de leurs parents. Donc c'est vraiment un travail pénible quand on est journaliste sur le terrain. Et je pense qu'il y a quand même un travail assez correct, parce que j'ai suivi ces derniers jours ce que font les chaînes américaines notamment, comme Fox News et CNN, et je pense que c'est un travail assez correct, parce que c'était des directs, des lives. C'est les 2 chaînes qui, enfin CNN que j'ai vu, je crois, qui a envoyé une journaliste sur place. Ils ont des envoyés spéciaux sur place. Aucune représentation occidentale n'est présente, que la chaîne américaine. Américaine et Fox News, ils ont fait des directs de là-bas, donc je pense que lorsqu'il y a des drames, il ne faut pas oublier les différences idéologiques, les différences politiques. Ben, les Américains savent faire la part des choses. Ce n'est pas le cas des Européens. Absolument, parce que même s'il y a eu le séisme aux États-Unis, personne ne souhaite qu'il y ait un séisme, bien que la zone de Californie est une zone sismique. Tous les aides humanitaires iront aux États-Unis, parce que les humains restent quand même les humains, au-delà bien sûr des calculs que font les uns et les autres. Oui, alors Reda Harirash, la Turquie a subi justement le pire séisme, je crois, de son histoire. Et le président Erdogan a réussi justement autour de ce drame à rallier un petit peu toute la planète à sa cause, et politiquement ça a été un impact très important pour parler de la situation un petit peu en Turquie et dans la zone frontalière avec la Syrie. Pour rappeler, juste des milliers de réfugiés syriens sont entrés en Turquie parce qu'ils savent que il y aura plus de secours et de vivres du côté turc que du côté syrien. Il y a déjà 3,6 millions de réfugiés syriens en Turquie. Tout à fait. Certains sismologues considèrent que c'est peut-être le 3e séisme le plus meurtrier de l'histoire.
C'est 7,8, hein, c'est quand même énorme. Hein. C'est le troisième. Sur l'échelle de 9, hein, pour être plus précis. C'est très élevé. Donc, en plus de ça, bon, les géologues ont constaté aussi que ça a été un séisme très fort parce que la Turquie s'est déplacée de 2 à 3 mètres. Tout à fait. Ce qui est considérable, parce qu'en principe... Il y a eu des images satellites qui ont montré un petit peu ce déplacement. Tout à fait, parce que ce genre de déplacement, 3 mètres, ça se fait une fois, enfin ça se fait tous les 100 ans. Normalement, c'est une activité sismique régulière. Une activité sismique régulière fait déplacer un pays de 2 à 3 mètres tous les 100 ans. Et là, la Turquie, en l'espace d'une seule nuit, elle s'est déplacée, elle a fait ce bond. Et si les chiffres actuellement sont de 33 000, 34 000 morts, bon, c'est déjà considérable. Pour Erdogan, ça tombe très bien pour lui. C'est du pain béni. C'est ça que je voulais en venir, politiquement. Voilà, voilà, politiquement, c'est du pain béni. Parce que bientôt, c'est les élections en Turquie, et ces élections doivent le remettre en selle. Il était déjà dans une posture très délicate. Et lui, il va capitaliser sur 2 événements. Le premier, il a été déjà fixé, c'est le 100e anniversaire de la fondation de la République turque, qui a été fondée en 1923 par Mustafa Kemal Atatürk. Et donc, à cette occasion-là, il va pouvoir se représenter de nouveau. Et c'est clair que s'il arrive à tirer profit de l'élan que ce séisme a suscité, puisqu'on a vu sur les images beaucoup de ressortissants turcs, notamment qui habitent à Istanbul, qui sont partis, qui se sont mobilisés, qui sont allés là-bas en tant que volontaires. Et il faut savoir que dans cette région-là, c'est aussi une région qui a donné beaucoup de voix à Erdogan à l'occasion des élections précédentes. Actuellement, il est en situation de ballottage avec ses adversaires. Il a peut-être là la possibilité, s'il gère au mieux donc, cette situation-là, il a la possibilité de rebondir politiquement d'ici le mois de mai. Alors, la Turquie a reçu une aide de plus d'une centaine de pays, contrairement à la Syrie qui a reçu moins d'une trentaine de pays. Donc, la Turquie, quand même, a reçu de l'aide des pays occidentaux, notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, etc. Aujourd'hui, la Turquie, avec cette catastrophe, essaie justement de capitaliser politiquement cette disons, situation dramatique. Elle peut faire coup double, en fait, parce que aussi bien à l'extérieur, l'actualité, elle a été monopolisée depuis quasiment 1 an par le conflit russo-ukrainien. Et on sait que la Turquie est dans une position délicate parce qu'elle essaye un peu d'équilibrer ses relations entre ces 2 protagonistes. Et donc, ça aussi, ça a eu des retombées bénéfiques, le conflit russo-ukrainien sur l'économie turque, puisque pas mal de ressortissants russes et notamment ukrainiens transitent par la Turquie, et la Turquie bénéficie donc de cette dégradation, notamment économique. Mais elle a la possibilité de se redéployer aussi vis-à-vis de ses partenaires, surtout occidentaux, pour bénéficier d'un maximum d'aide et pour pouvoir bénéficier aussi de compassion, parce que c'est un pays qui est à cheval entre l'Europe et l'Asie, et ça fait depuis 10 ans maintenant, depuis le déclenchement du printemps arabe, que la Turquie s'est retrouvée dans une situation quelque peu ambiguë, parce qu'elle est obligée à chaque fois de jouer entre 2 voire 3 camps qui ne s'entendent pas entre eux, la Russie par rapport aux États-Unis, ou bien ça peut être l'Europe par rapport à l'Iran, par exemple. Et donc, tout le temps, ils sont obligés de jouer les équilibristes. Même si la Turquie est membre de l'OTAN. Oui, même si elle est membre de l'OTAN, effectivement. Juste une précision, Reda, le président Erdogan a fait plusieurs annonces ces dernières heures, enfin ces derniers jours, notamment l'arrestation de plusieurs responsables d'immobilier qui ont construit un petit peu les entrepreneurs qui ont construit un petit peu ces bâtiments qui sont tombés comme des châteaux de cartes, mais également une aide importante pour la reconstruction de toutes ces villes. Hein. Donc, parce qu'il y a une vingtaine de gouvernements quand même touchés. Tout à fait. Ce qui est étonnant, c'est Gaziantep, qui est une ville frontalière
est une ville très moderne. C'est une ville totalement reconstruite. Reconstruite, et la plupart parce que c'était des vieilles bâtisses qui ont été détruites pour être reconstruites, il y a carrément avec des normes sismiques au départ. C'est ce qui était prévu, parce que c'est une zone sismique très connue. Très connue. D'ailleurs, le sud de l'Anatolie, c'est connu depuis l'Antiquité, que c'est une zone très sismique, et en 1526... Et Erdogan a donné des instructions fermes pour l'arrestation des entrepreneurs qui sont responsables des drames qui a coûté la vie à des milliers de Turcs. C'est-à-dire, c'est un peu l'avis des experts, puisque je voulais dire que le sud de l'Anatolie est une zone très sismique. En 1526, j'ai visité à Reda, il y a eu 250 000 morts dans cette zone. Donc c'est une zone sismique depuis l'Antiquité. Et effectivement, les normes sismiques, visiblement, n'ont pas été respectées de construction. L'arrestation des entrepreneurs, nous avons déjà connu ça en Algérie, rappelez-vous, avec le séisme de Boumerdès en 2003. Il y a eu aussi des affaires en justice contre certains entrepreneurs véreux qui n'ont pas respecté les normes de construction. Et il y a aussi, parce que c'était étonnant que les immeubles s'effondrent. Il est vrai que le séisme a eu lieu à 4h07 du matin, 4h17, les gens dormaient, donc ça a un peu compliqué ceci explique un peu le nombre élevé de morts, mais également les nombres sismiques. Parce que les villes comme Kahraman, Marash, où il y a une ville qui s'appelle Adiyaman, où il y a 10% des morts sont dans cette ville. C'est une ville aussi moderne. Donc il y a un problème peut-être avec les normes de construction, d'où cette ouverture d'enquête, mais aussi contre les voleurs, parce qu'il y a des scènes de vol, ça a été montré par toutes les chaînes, les scènes de pillage, etc. C'est, à la limite, on dirait normal en temps de crise, parce qu'il y a toujours des profiteurs, des petits profiteurs, qui profitent des drames, mais aussi, Reda parlait des bénéfices, il y a des bénéfices politiques, mais aussi des pertes sur le plan économique, parce que l'économie turque, déjà qui est peinée un peu à redémarrer, subit de plein fouet cette crise qui arrête un peu les transports, qui arrête un peu la production agricole, la production industrielle. La reconstruction, c'est également une chance peut-être pour relancer l'économie, mais disons que la Turquie aussi perd et gagne dans ces drames. Alors, on va revenir un petit peu à la Syrie. On a vu la déclaration du président syrien Bachar al-Assad qui remerciait l'Algérie de sa participation dans les opérations de sauvetage. Ça a été très très bien perçu dans les médias. Et ça a été un petit peu un message aux pays occidentaux, puisque les pays occidentaux n'ont pas levé l'embargo sur la Syrie, et même après l'appel justement du Croissant Rouge syrien, même l'ONU d'ailleurs. On va regarder la déclaration du président Bachar al-Assad et on revient au débat. نحن من الجيل الذي تربى في المدارس في المنهاج الرسمي السوري على الجزائر بلد المليون شهيد. هذا ما نعرفه عن الجزائر. وتربينا على النساء السوريات الذين قمنا ببيع المصاغ وكل الأشياء الأخرى لكي يرسلوا مساعدات للجزائر. فالجزائر هي في الوجدان بالنسبة لنا كجيل وللأجيال القادمة. العلاقة بين سوريا والجزائر مبنية على وقوف سوريا إلى جانب الجزائر خلال الثورة، ووقوف الجزائر عبر عقود إلى جانب القضايا العربية والقضايا السورية تحديدا، وهذا لم يتغير. يعني لا أتحدث الآن عن زلزال، في كل قضايا سياسية أخرى، ومن الطبيعي أن نرى هذه العلاقة تظهر بشكلها الناصع والجميل خلال هذه الحرب. Voilà, c'était la déclaration du président syrien Bachar al-Assad qui était très claire et très... le message était bien passé. Il faut préciser qu'aujourd'hui, ce soir même, il y a eu 3 avions d'aide du Croissant Rouge algérien pour la Syrie, dont un des avions
transporte en principe Sofiane Baroudi, qui n'est pas avec nous ce soir, puisqu'il est parti pour justement prendre en image cette opération d'aide à la Syrie. Et cette aide, elle est à la fois symbolique, à la fois politique, mais aussi humanitaire. Oui, absolument, parce que quand il y a des crises, quand il y a des drames, on le disait au début d'émission, il faut oublier aussi les calculs politiques, parce que certains n'oublient pas les calculs politiques. Malheureusement, on l'a vu dans les commentaires, certains reprochent à Bachar el-Assad de vouloir récupérer, de vouloir rebondir sur la scène internationale, de sortir de l'isolement. Ça a été écrit par beaucoup de médias, notamment l'agence AFP. Mais disons que j'ai vu aussi une déclaration faite par Bachar el-Assad à une autre chaîne de télévision. Je pense critiquer l'attitude des Occidentaux, il disait les Occidentaux n'ont pas de sentiments humains, ils ont pas de sentiments politiques. Alors, il y a une déclaration qui m'a vraiment interpellé, c'est une déclaration du journaliste chroniqueur Europe 1 qui disait « Le séisme en Syrie n'a pas fait trembler l'Occident ». Oui, par rapport à la position, mais bien que l'Union européenne qui a été critiquée un peu, parce qu'il y a quand même des organisations humanitaires dans la société civile européenne qui ont beaucoup de courage, qui ont osé dire que arrêter avec cette histoire d'embargo, au moins lever les sanctions d'une manière temporaire pour aider les humains, parce qu'il s'agit de sauver des êtres humains. Les Syriens ont beaucoup déjà souffert et on l'a dit. Et donc l'Union européenne a répondu dans une déclaration un peu laminaire ou plutôt superficielle, j'allais dire, qu'il y aura une levée de sanctions, il y aura une levée d'embargo exceptionnellement, mais on n'a pas vu beaucoup d'aide parce que les aides ont beaucoup tardé. Et peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la vie à cause de cette perte d'aide. Et il est vrai que les routes sans couper ont été touchées parce que le nord syrien a été dévasté. La ville d'Alep a été déjà dévastée avant le dévastée par la guerre d'abord. Par la guerre. Et donc, effectivement, là, c'est un défi à la communauté internationale. Parce que, il est vrai, il y a des calculs politiques, il y a des attitudes, il y a le droit international, il y a beaucoup de choses. Mais tout s'arrête lorsqu'il y a quand il est question de sauver des êtres humains. Qu'ils soient des Syriens ou qu'ils soient Américains ou Vénézuéliens, etc. C'est aussi, Faisal, c'est un geste, faire la différence aussi. C'est un geste médiatique très fort du président syrien qui s'est déplacé en personne à Alep, qui est une zone un petit peu de guerre, hein, une partie tenue par l'armée de Bachar el-Assad et une autre partie par les rebelles. Donc c'est quand même un message très fort pour dire voilà, je suis là, je sauve mon pays. Absolument, parce que l'intégrité territoriale syrienne, c'est un peu la position de l'Algérie. Elle doit être défendue au-delà de ce que sont les rebelles, de ce qu'ils demandent, de ce qu'il est reproché à Bachar el-Assad, etc. Parce que la Syrie, ça fait presque 12 ans que la guerre dure. Beaucoup de personnes ne vivent pas dans leur maison, notamment au nord de la Syrie, Idlib ou dans Alep ou dans les autres zones. Peut-être que ça va ouvrir le débat, réouvrir le débat, parce qu'on a à un moment donné oublié un peu la Syrie. En parlant de l'Ukraine, on a déjà parlé de l'Ukraine, etc. Alors que la Syrie, la situation n'a pas été réglée. L'Algérie, vous l'avez évoqué, le président Bachar el-Assad l'a dit, des positions qui sont traditionnelles par rapport aux autres pays. Depuis la Révolution. Depuis la guerre de libération nationale, de la Révolution, l'Algérie traite avec les États, avec le gouvernement. Les présidents peuvent changer, mais l'Algérie traite toujours avec l'État syrien, qui existe toujours. Et vous le savez que l'Algérie a milité pour que la Syrie reprenne son siège à la Ligue arabe. D'autres pays arabes ne veulent pas de cela encore. Donc ça n'a pas encore été réglé. J'espère que ce drame, malheureusement, peut être capitalisé pour essayer d'ouvrir le débat ou essayer de voir la situation en Syrie autrement que par la manière avec laquelle on a vu cette situation par le passé. J'espère que ça va faire bouger les lignes. Oui, Reda ? Oui, je voulais dire qu'à travers ce séisme-là, je pense qu'on pourra revenir à une certaine réelle politique en ce qui concerne la Syrie, parce que ce conflit qui s'enlise, on l'a complètement ignoré. Les premiers concernés, ce sont les pays arabes, en fait. Ils considèrent des pays comme le Qatar ou comme l'Arabie saoudite pouvaient considérer la Syrie comme étant... Je rappelle qu'il y a une réunion de la Ligue arabe actuellement en Égypte, au Caire, et qui était consacrée à Al-Quds, en fait. Exactement. La Syrie considérait à un moment donné la Syrie comme étant un prolongement de l'Iran chiite. Bon, mais c'est insuffisant cette lecture-là. Elle est largement dépassée maintenant et les opinions publiques arabes sont aussi sensibles au drame palestinien qu'au drame syrien. Et donc j'espère qu'à travers ce qui se passe actuellement, les pays arabes pourront lever les dernières réticences qu'ils ont concernant la Syrie et notamment le régime de Bachar el-Assad.
Et il y a autre chose aussi, il y a eu au cours de ces dernières semaines et ces derniers mois un rapprochement entre la Turquie d'Erdogan et Bachar al-Assad. Avec les Émirats arabes unis aussi. Oui, les Émirats arabes unis. Étrangère était à Damas ces derniers jours. Oui, donc peut-être qu'un mouvement pourra s'enclencher, mais cette fois-ci, disons, sous les caméras et le plus légitimement possible pour permettre à ce pays de sortir au moins d'un embargo qui a été meurtrier, quoi qu'on dise. Pas aussi meurtrier que l'Irak, voisin, mais quand même qui a fait beaucoup de dégâts dans ce pays. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, messieurs, le traitement de l'information sur le séisme en Syrie et en Turquie dans les médias français, dans les chaînes françaises, mais il y a eu quand même une polémique qui a soulevé un tollé, aussi bien chez les Français qu'ailleurs. C'est l'affaire Charlie Hebdo. On regarde cet extrait justement de TPMP de Cyril Hanouna qui évoque cet incident et qui a provoqué vraiment un tollé d'une caricature toujours aussi scandaleuse de Charlie Hebdo. Encore une fois, Charlie Hebdo dérape et cette fois-ci, ça a été dénoncé dans les médias français. J'ai pas voulu justement présenter la caricature et lui tomber dessus comme ça sur un plateau. J'ai préféré montrer un plateau français qui dénonce cette caricature. Oui, ça a été critiqué, y compris par beaucoup de journalistes français, parce que c'est un dessin de Join. Et Join est un actionnaire de Charlie Hebdo et c'est un dessinateur en herbe, dit-on. Mais c'est vraiment de l'humour gras, c'est de l'humour déplacé. Lorsqu'il y a des morts, lorsqu'il y a des séismes, et Charlie Hebdo, je pense qu'il fait ça parfois pour faire du buzz, pour qu'on parle. Et j'ai suivi un peu les réactions sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. J'ai vu ce dessin fait l'unanimité contre lui. Parce que ça n'a aucune explication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on souhaitait la destruction de la Turquie? Est-ce que ça veut dire parce que la Turquie a une position assez réservée sur notamment la guerre en Ukraine, comme l'a expliqué Leda tout à l'heure, ou comme la Turquie qui est opposée à ce que l'ancien royaume neutre de Suède rejoigne l'OTAN, ou est-ce que parce qu'il s'agit de musulmans? Parce que c'est une question. Charlie Hebdo s'est spécialisé dans ses attaques contre l'islam et contre les musulmans. Bon, c'est vrai qu'il a subi une attaque de type terroriste, et c'est une attaque qui a été dénoncée par tout le monde, y compris dans le monde musulman. Personne ne veut tuer des journalistes et des dessinateurs à Charlie Hebdo ou ailleurs, malgré qu'on n'est pas vraiment d'accord avec leurs idées. Mais Charlie Hebdo fait dans la provocation, et depuis plusieurs années, ce journal satirique, pour moi, il est satirique entre guillemets, c'est vraiment à voir, ça laisse à voir, mais une campagne contre le président Erdogan, qualifié parfois de nationaliste islamiste, parfois tantôt d'extrémiste. Ils ont même osé montrer une caricature qualifiée de vulgaire, y compris par Ankara, contre le président Erdogan. Et donc c'est calculé. Et on a vu aussi même pour l'Italie. On s'est moqué un peu des Italiens. Bien, et ce journal veut tirer des marrons du feu. Pour quelle raison? Je ne sais pas, et c'est effectivement une caricature scandaleuse. Reda, en quelques secondes, puisqu'il ne nous reste plus de temps, justement, votre commentaire sur cette caricature? C'est une ligne de conduite qui a été adoptée depuis maintenant des années par Charlie Hebdo. Ils ont même caricaturé la reine Elisabeth quand elle est décédée. Donc c'est pour vous dire qu'il n'épargne personne. Ils ne savent plus comment faire pour se faire remarquer. Et donc, ils ont dépassé le cadre la liberté je dirais, de l'humour même, parce que ça ne fait... C'est ce que dit Bigard, ça ne fait rire personne. Absolument. Parce que se moquer d'un séisme, ça ne fait rire personne. Ils deviennent tout à fait pathétiques, et à ce rythme-là, ce sont les gens qui vont finir par se moquer d'eux. Voilà, merci messieurs. Voilà, c'était le traitement de l'information des séismes en Syrie et en Turquie. Je vous laisse ce soir avec l'équipe de service anglophone et hispanique. Je vous dis bonsoir, restez branchés sur Al 24 News.